Je vais remonter, je vais mettre d'autres choses. Donc, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Ok, c'est parti. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi un épisode de Filles Expat. Aujourd'hui, interview en face à face. Je suis trop contente sur un bateau. Est-ce que tu peux nous dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent ton prénom, ton âge et là où on se trouve en ce moment? Alors, on se trouve en ce moment pas très loin du pôle Nord, au Spitsberg, l'archipel du Spitsberg, donc qui appartient à la Norvège. On est à combien d'altitude? 71 degrés d'altitude à peu près là, je pense. Et on est sur un bateau de croisière et mon prénom c'est Jennifer et j'ai 38 ans. 38 ans. Là, on est dans la partie du bar des membres d'équipage, donc le décor, il est pas fantastique. Mais pour toutes celles et ceux qui ne sont jamais allés au Spitsberg, qu'est-ce qu'on voit si on regarde par la fenêtre? Enfin, par le hublot, pardon. On voit le Grand Canyon glacé. En fait, moi, c'est comme ça que j'aime en parler. Tu vois, c'est hyper minéral. On a des montagnes qui ne sont pas très, très, très hautes, avec vraiment ce côté très montagne sédimentaire, très plate, tu vois. Et en dessous, en général, la roche est brune, rouge, et tu as de la neige qui les recouvre. Et alors, bien sûr, il y a des glaciers aussi, mais voilà, si je devais décrire, ce serait ça, le Grand Canyon glacé, pour moi, le Spitz. C'est incroyable. C'est magnifique. D'ailleurs, je vous partagerai des photos et vidéos sur Instagram. N'hésitez pas à aller nous rejoindre. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, de mon histoire de vie, etc., il y a toujours une question signature que je pose à mes invités. Généralement, je l'envoie en amont, mais toi, je me suis dit, je vais jouer la carte de la spontanéité. Mais si tu as écouté un épisode avant, tu vas peut-être la savoir. Donc, au-delà de toutes les expériences de vie que tu as eues, que ce soit de voyage ou de vie à l'étranger, est-ce qu'il y a eu une chose culturelle qui t'a surprise, qui a changé un peu tes habitudes et comment tu as fait justement pour t'y adapter? Moi, je suis quelqu'un... Alors, c'est rigolo. Le seul truc qui me vient, le premier truc qui me vient, c'est les interactions avec... Les interactions humaines, en tout cas, en matière de... je reprends. Non, le premier truc qui me vient, c'est un souvenir au Zimbabwe. Moi, je suis quelqu'un d'assez tactile. J'ai besoin de toucher. À la base, tu vas peut-être le dire dans la suite, mais je suis véto, donc du coup, je travaille beaucoup avec mes mains. Et donc, quand je rencontre quelqu'un, j'ai besoin de toucher, quoi. J'ai besoin de mettre mes mains dessus. Et au Zimbabwe, le toucher, ça, et pas qu'au Zimbabwe d'ailleurs, j'imagine, dans beaucoup d'autres pays, toucher quelqu'un, c'est déjà rentrer vraiment dans sa bulle intime. Et c'est vrai que même si on a sympathisé avant et tout, c'est pas forcément évident. Et donc du coup, très vite, trop vite en fait, je venais à toucher les gens et ça pouvait être mal interprété, ouais. Plutôt en mode, elle me désire que juste, elle est sympathique, elle me trouve sympathique. Donc j'ai eu des propositions. J'envoyais des messages, ouais. Plutôt érotique plutôt que de tendresse. C'est ça, contre ma volonté. Donc voilà, j'ai appris à rester avec moi-même. Super exemple, j'adore. Moi aussi, c'est depuis que j'ai vécu en Amérique du Nord que je suis devenue plus tactile, parce qu'en France, à part se faire la bise, je trouve qu'on est quand même assez pudique au niveau du toucher, alors qu'en Amérique du Nord, on hug. Ouais. Voilà, on hug tout le temps. Et moi, c'est vrai que même quand je rentre en France, ça me manque de ne pas pouvoir hugger les gens. Hugger, c'est faire des câlins pour ceux qui ne parlent pas anglais. Et c'est vrai que ça me manque beaucoup. Et là, même sur le bateau, ça fait plaisir parce qu'on sent que tout le monde a besoin de cette affection et moi, ça me correspond bien. Alors du coup, on va faire un retour en arrière. Donc tu es née en 1987, si mes 86. Ah, donc tu es de 86 comme moi. Ok. Ouais. Fin de l'année. La même année. Ok. Début décembre. Où est-ce que tu es née? Dans quel cadre familial tu as grandi? Des frères, des sœurs, etc. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé? Ouais, je suis née à Lyon, famille lyonnaise. J'ai un frère, une demi-sœur. Famille assez tradie, avec des parents qui se sont aimés sur un temps assez court, puisqu'ensuite ils se sont séparés. Ça a été pas les meilleures années, cette séparation dans ma vie. Ça m'a pas mal structurée. Avec quel âge? Quand les problèmes entre eux ont commencé, j'avais 9 ans, 8 ans, 8-9 ans. 9 ans, je crois. Donc et j'ai eu un peu ce rôle de grande sœur fusible en fait, qui protégeait le petit frère en dessous. Donc ça a été un peu. Donc j'ai des souvenirs d'enfance très chouettes, mais c'est vrai qu'ils sont quand même marqués par cette séparation parentale qui a été assez dure, puisqu'il y avait une expatriation en fait pendant
les problèmes entre mes parents. Voilà, mon père avait un boulot aux États-Unis, donc du coup avait dû s'expatrier. On n'est pas parti avec lui, donc du coup il y avait l'éloignement déjà entre mes parents et aussi géographique, quoi, au-delà d'être Est-ce que tu sais émotionnel. pourquoi ils avaient fait le choix de pas partir justement? Bah, parce que ça se passait mal entre eux et donc du coup, oui, okay. voilà, c'était pas. Mon père est parti tout seul commencer cette nouvelle vie là-bas et c'est vrai que moi je me suis retrouvée avec mon frère et ma mère en France à Lyon et ça a été voilà, un peu traumatisant, ouais, d'avoir cette séparation émotionnelle et géographique et un papa que j'ai pas beaucoup vu quand j'étais petite, qui voyageait beaucoup, donc qui revenait et tout, et au bout d'un moment, au bout de quelques années, on a eu l'opportunité de repartir en famille, entre guillemets, ensemble en tout cas. Ils ont fait une tentative de couple, de vie familiale et donc c'est comme ça que j'ai vécu aux États-Unis petite. Ouais. Et donc tu es partie aux États-Unis? Je suis partie en Arizona, on était à Scottsdale. C'est une espèce de banlieue de Phoenix, la capitale de l'Arizona, et Scottsdale, la petite ville à côté. Et voilà, donc désertique, environnement désertique. Hein. Je pense que là, il y a quelque chose qui est né chez moi du goût du désert et de l'environnement désertique. Puisqu'on était voilà, entouré, pas loin du Grand Canyon, en Arizona, c'est ça. Et du coup, mon quotidien s'est transformé. J'ai grandi d'un coup parce que je me suis retrouvée avec des enfants qui étaient beaucoup plus mûrs que moi. Ah oui. D'un point de vue, développement hormonal déjà, tu vois, juste ça. Moi, je crois que je faisais encore des cabanes dans les arbres et tu vois, j'étais très petite fille avec sa maman et son frère. À ce moment-là, t'as quel âge? Quand on est parti aux US, j'avais 10 ans la première fois. 11 ans. Okay. 10 ans et demi, je crois, un truc comme ça. On est parti 2 fois, mais donc première fois et une première fois qui a duré quelques mois. Ensuite, il y a de nouveau eu des problèmes avec mes parents, donc on est retourné en France. Tu vois, ça a été un peu complexe, quoi, cette période assez agitée. Où est-ce que je vis? Avec qui je vis, quelle est ma famille? Ça a été vraiment des questions qui très tôt me sont arrivées, donc c'est vrai que c'était pas simple. Et quand on est reparti la deuxième fois aux États-Unis, cette fois-ci sur une période plus longue, c'était plus clair entre mes parents. J'ai senti cette stabilité dont j'avais besoin pour grandir. Je crois que c'est vraiment une base importante d'avoir vraiment une enfance suffisamment stable pour pouvoir poser des jalons et voilà. Mais je suis arrivée quand même dans un milieu où les filles portaient des mini-shorts, se mettaient du vernis à ongles, du rouge à lèvres, se maquillaient, tu vois, et interagissaient avec les mecs en mode un peu, on les drague, on séduit. Et moi, j'étais loin de ça. Je savais même pas ce que ça voulait dire séduire, tu vois. Et mon Dieu, tu vois, de comprendre déjà que je pouvais être regardée. En plus, j'ai fait une poussée de croissance énorme. Je suis passée de 1m60 à 1m71. Tu t'es mise à boire le lait américain, ouais, c'est ça? Bourrée d'hormones. Merde, putain. Tu viens juste de me casser mon souvenir. Oh là là, mon Dieu, je suis pleine d'hormones. Et donc, ouais, non, mais en tout cas, ça a bien marché, hein, parce que du coup, voilà, donc je me suis vachement affinée. Avant, j'étais un peu bouboule, tu vois, j'ai une période un peu, voilà, assez ingrate. Et là, d'un coup, je deviens longiligne, fine, la plus grande, enfin, une des plus grandes de la classe, tu vois, vraiment. Et donc, du coup, je suis regardée différemment. Et donc, ce regard, le fait de ne pas parler anglais, le fait d'apprendre l'anglais là-bas, d'être vue comme une femme et plus comme une fille, tu vois. Enfin, il y avait vraiment tout ça qui s'est mis en place. Vraiment entrer dans l'adolescence de façon assez brutale. Au-delà du choc culturel où mes premières expériences, c'est malheureux à dire, mais de racisme ont été aux États-Unis. C'est vrai? On était dans une communauté américaine ultra fermée, avec des gens qui voyaient peu d'étrangers, sauf les Mexicains qui immigraient de manière illégale en Arizona. Et du coup, il y avait vraiment une espèce de haine anti-mexicain, mais en fait, de haine anti-étranger tout court. Les Indiens avaient été parqués dans des réserves. Il n'y avait que en gros, franchement, hein, c'était que les rednecks américains qui, eux, pouvaient faire leur vie comme ils l'entendaient. Et donc, tout ce qui était étranger et différent, on le mettait de côté. Et au début, on était à l'école primaire avec mon petit frère. Et mes parents ont été appelés au bout de quelques semaines. Oui, on pense que vos enfants devraient changer d'école. Il y a une très bonne école pour ceux qui ne savent pas parler anglais. Elle se trouve ici. Ils seront avec plein de gens qui ne savent pas parler anglais. Oh punaise. En fait, voilà. Alors, c'est triste à dire parce que malheureusement, j'avais un copain de classe qui était mexicain, qui avait été rentré lui aussi dans cette école-là. Et lui a dû partir. Il n'a pas eu le choix. Il a dû partir. Et moi, mes parents, parce qu'ils étaient français, parce qu'on avait certainement le soutien de la boîte derrière de mon père, on a réussi à rester dans l'école primaire, quoi. Mais tu vois, c'était une ambiance... voilà.
Bah, tu te sens pas accueillie, quoi. Ah non, tu te sens pas accueillie. Mon frère, il était plus jeune que moi et il n'a pas du tout eu la même expérience que moi. C'était encore l'âge où les enfants sont pas jugeants, on comprend pas trop ce que ça veut dire, la différence, on découvre, tu vois. Mais moi, 10, 11 ans, là, laisse tomber, quoi. Ça commençait à changer. Ouais, et puis en plus, la frustration de ne pas pouvoir communiquer dans la même langue. Ouais. Au départ, je comprenais pas. Il faisait plein de blagues en anglais. Et puis, il me faisait répéter des mots qui étaient un peu des mots à connoter, soit sexuellement, soit des insultes. Et moi, je savais pas. Donc, il me disait, dis ça. Puis, je disais ça. Et voilà, mais quand j'ai commencé à maîtriser et à parler l'anglais, voilà, j'ai commencé à m'affirmer et j'ai pu leur répondre. Mais c'est vrai que ça a été assez intense. Est-ce que tu te souviens avoir eu peut-être le souvenir de vouloir rentrer en France ? Alors non, je crois que j'aimais bien. J'ai jamais eu le désir de rentrer en France. Le seul truc qui me manquait de la France, c'était mes chats. Des chats ? Ils n'étaient pas venus, les pauvres. Non, on avait dû les donner. Ça m'avait, tu vois, ça c'était un peu dur pour moi d'être loin d'eux. C'était un peu mes chats petites, ça a été vraiment un soutien émotionnel avec toute cette période un peu galère familialement parlant. Je me suis beaucoup appuyée sur eux et sur le contact avec eux. Et donc, du coup, de les plus les avoir, c'était compliqué quand émotionnellement, je devais gérer un truc, quoi, tu vois. Donc, ouais, non, mais rentrer en France, pour la France, pas tant que ça. Moi, j'aimais beaucoup le goût de l'exploration, de la découverte. Tu vois, le soir, on habitait dans un quartier qui était assez aménagé, mais j'avais des copines qui faisaient la chasse aux serpents et aux scorpions à la lampe UV pour vérifier qu'il n'y avait rien qui était rentré dans leur lit parce qu'elles habitaient vraiment dans le désert. Elles étaient plus sur l'extérieur de la ville. Moi, j'étais encore très centre-ville, donc ça allait, on avait moins de risques à ce niveau-là. Je veux dire, on était un peu dans cet environnement, tu vois, un peu menaçant. Où, voilà, c'était nouveau, c'était exotique. Et ça, j'ai adoré. Les randos dans ces justement, tu disais un peu plus tôt, c'est ça qui a commencé à te donner un goût pour le désert et tout ce qui est nature. Ouais. Est-ce que justement, les week-ends, c'est ce que vous faisiez avec vos parents ? Est-ce que vous alliez explorer un peu ce qui se passe en Arizona ? Ouais, ça date, c'est loin, tu vois, mais j'ai des souvenirs de balades, de longues balades en plein air, de visites aussi. Alors, c'est quand même... on a beaucoup pris la voiture. J'ai beaucoup de souvenirs de ces trajets en voiture. Aujourd'hui, quand tu reviens au States, tu sais, hein, t'es tout le temps dans ta caisse, quoi. Tu vois, c'est long, les distances sont énormes et tout. Et donc, ouais, j'ai ces souvenirs-là de longs trajets en voiture, mais je me rappelle, mon père avait un Grand Cherokee, et un toit, tu sais, ouvrant. Et donc, du coup, je me mettais sur la banquette arrière, comme ça, et je regardais à l'extérieur et je voyais le sommet des montagnes. Enfin, j'ai des souvenirs, tu vois, de voyages hyper forts où je rêvais un peu. Je me voyais exploratrice. Très tôt, je crois que j'avais déjà ça en moi. Je me rappelle de ces grands livres que j'avais petite dans ma chambre quand on était encore en France, mais ces trucs qui étaient immenses, qui étaient plus grands que moi, et je les mettais au sol comme ça, puis il me fallait 2 mains pour tourner la page. Et c'était un planisphère, tu vois, avec chaque continent, et avec tous les animaux, les espèces animales qu'il y avait sur chaque continent, et moi je me rêvais déjà explorer et découvrir ça. Donc je pense qu'à la base j'avais ça. Mais alors là, les États-Unis, ça a comme tu vois, développé tout ça, quoi. Je trouve que les États-Unis, ça t'ouvre la porte qui te fait réaliser que tu es capable de le faire. Ouais. Moi, je sais que c'est ça que ça m'a fait quand je suis arrivée à Chicago. C'est que j'ai compris que j'étais capable de faire plus que ce que je pensais avant. Et c'est ça qui m'a permis d'oser plus facilement, je pense. Ouais. Ouais. Il y a une autre vibe. Après, à cet âge-là, je ne sais pas si j'ai vraiment compris ce côté capable. Par contre, l'immensité, tu vois, le fait d'être dans cette immensité et d'être encore en vie dans cette immensité. Enfin, la prise de conscience qu'autour de toi, c'est immense, c'est grand, c'est vaste. Et ça te dépasse, tu vois. J'avais pas trop eu ça en France, alors qu'on allait à la montagne, on allait au bord de la mer, etc. J'avais quand même eu la chance d'être dans une famille qui m'offrait quand même des vacances agréables, quoi. Et on quittait Lyon. Mais putain, aux États-Unis, c'était une autre échelle, vraiment. Et donc, vous êtes resté combien de temps ? Eh bien, pas très longtemps, parce que du coup, il y a eu ces 2 tentatives. La deuxième, elle a duré 1 an seulement. Et après, on est rentré en France, voilà. Mais ça s'est de nouveau mal passé entre mes parents. Et retour en France. Et là, du coup, séparation officielle de mes parents. Et donc, ça a été assez court. Moi, j'aurais bien prolongé. Mais il y avait cette angoisse quand même, parce que j'étais en 6th grade, donc c'est la 6e, sauf que la 6e, ça fait encore partie du primaire aux US. Et donc le collège, ça allait être l'année d'après, la 5e, et j'avais extrêmement peur d'aller au collège, parce que j'allais de nouveau me retrouver dans les classes les plus petites du collège, et je savais ce que ça voulait dire, tu vois, en matière de jugement, de machin. Tu vois, le film American Pie, avec où tu as la bimbo, le sportif, le nerd, l'obèse, c'était ça, en fait, littéralement autour de moi. Et du coup, moi, j'étais considérée comme l'étrangère nerdy, tu vois, parce que
j'étais assez bonne élève. Je voulais toujours bien faire, je voulais apprendre vite et tout. Donc du coup, j'étais considérée un peu comme, voilà. Et par rapport à cette poussée d'hormones que tu as eue, est-ce que tu te sentais alignée ou est-ce que tu étais en avance par rapport à ça? Non, en fait, ouais, comprendre, commencer à appréhender mon corps différemment, comme, tu vois, genre un objet de séduction, en fait. Ça a commencé dans ces années-là, ouais. Oui, parce que moi, j'ai le souvenir que ça a commencé aussi dans les années. Ouais. Tu vois, que de sentir des regards, que tu pouvais plaire, qu'il y avait quelque chose, et puis, ouais, commencer à comprendre que tu pouvais toi aussi trouver quelqu'un de mignon, être attiré, et que lui aussi, enfin, voilà, les premières histoires d'amour ou de fantasmes, hein, ouais, elles ont commencé à peu près dans ces âges-là, ouais. Et après, quand je suis rentrée en France, c'était chouette parce que je ne suis pas rentrée dans le système français. Je suis rentrée à l'école internationale à Lyon. Et là, du coup, j'étais beaucoup avec des enfants qui étaient aussi expatriés ou qui avaient été expatriés donc de familles étrangères. Et donc, on avait une espèce d'ouverture d'esprit de ouf, de ouf. Et là, ça a été littéralement les plus belles années de ma vie. Ah, génial. De la 5e à la terminale. Oh, waouh. La cité scolaire internationale de Lyon, ouais. C'était donc collège, lycée. Voilà. Vivre dans le monde, en tout cas, ou tu te sentais citoyenne du monde, entre guillemets, tu vois. On avait toutes les cultures rassemblées au sein de cet établissement, avec une section française. On avait des cours en français, mais chacun appartenait à une section internationale différente. Donc, il y avait la section espagnole, allemande, anglaise, américaine, etc. Et donc, ouais, tu voyages, tu apprends des autres, tu as le monde à portée de main, tu vois. On n'avait pas les mêmes styles vestimentaires, donc du coup, bah, tu vois, ça te pose la question, quel est mon style, tu vois. Ça veut dire quoi être française, ça veut dire quoi, c'est quoi ma culture. Enfin, c'était génial, en fait. Ça a été vraiment le creuset d'une réflexion sur l'identité, tu vois. Être française, être une femme, être... ouais. Mais en plus, sachant que ça allait pas très bien à la maison, c'est rassurant de te dire qu'au moins, en allant à l'école, exactement, tu te sentais à ta place, donc ça, c'est cool. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers des études en vétérinaire? Un peu. Alors, mon goût pour l'animal, j'ai toujours eu ça. T'avais récupéré tes chats? Non, mes chats, ouais, ils ont été adoptés. Mais on en avait après eu d'autres. Enfin, j'en avais eu une autre. Mais ouais, non, j'ai pas. Malheureusement, les chats, c'est terminé. Mais le goût le contact avec l'animal, ça, j'ai toujours eu besoin de ça. Tu vois, équilibre émotionnel, hein, ça, vraiment, c'est un équilibre à fond. Et donc, je me suis dit, ok, je savais pas trop quoi faire. Veto, j'avais fait un stage vite fait en seconde, je crois. C'était pas la 3e, c'était en seconde que j'avais détesté. J'avais pas du tout aimé. Je me rappelle de ce chat qui arrive à midi. En fait, j'avais un peu j'avais vu les chirurgies, j'avais vu les animaux arriver en pas très bon état, malades en fait. Moi, j'étais habituée à des animaux en bonne santé, donc malades et tout, qui sentaient mauvais, dans un truc enfermé, dans un tout petit espace, tu vois, hyper médicalisé, avec le cialytique, enfin, les lampes médicales, ça puait la chimie, tu vois, autour de moi, et ça puait l'animal malade, quoi. Vraiment, j'ai pas du tout aimé. Et je me rappelle, à midi, donc t'es déjà sensible aux odeurs, sensible à mon environnement. Bon, à midi, on allait fermer et je priais pour que cette matinée se termine. Arrive le chat constipé. Je l'avais tout dit. Bah, très bien, Jennifer, tu es là. Bah, je vais te montrer comment faire un lavement. Oh non! L'horreur. C'était un persan en plus, dans la tête écrasée et tout. Ouais. Le pauvre, il était, tu vois, avec les yeux qui coulent. Enfin, déjà, le chat avec la tête, bon. Tu dis, le pauvre, tu vois, il était déjà un peu en souffrance. Et il n'était pas bien. Et donc, voilà, le lavement à midi, tu vois, où tu t'enfonces un petit tuyau dans l'arrière du chat et t'envoies de l'eau tiède. Et ensuite, tu appuies sur le ventre pour, voilà, pour sortir tout ce qui doit sortir. Mais imagine le truc, tu vois, mais mon Dieu, mais jamais je serais vétérinaire, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Et en fait, je rigole parce qu'aujourd'hui, c'est des choses voilà, qui me font rire, tu vois, et que j'ai... Finalement, depuis, j'ai fait une centaine de lavements. C'est rien du tout. Comparé à... C'est clair. Depuis, ouais, non. Mais ce qui me pesait vraiment, c'était l'ambiance médicale et le fait d'être enfermée. Et ça m'a jamais quitté. Même en étant véto, aujourd'hui, en ayant fait de ces études-là, quand je bosse en cabinet vétérinaire, l'enfermement, le côté médical et le fait de travailler avec des animaux malades, ça reste compliqué pour moi. Je ne sais pas pourquoi exactement d'où ça vient, mais c'est quelque chose qui... Voilà. Donc, du coup, pourquoi veto? Tu me diras, non, tu m'as posé la question. Parce que je ne savais pas quoi faire. J'étais bonne à l'école. On m'a dit, fais la voie royale.
tu sais, à la française, côté élitiste, etc. Fais une prépa. Donc j'ai fait, donc on m'a dit fais une prépa, tu vois. Donc je fais prépa bio. Bio, et donc en fait prépa bio, ça ouvrait au concours agronomie, agroalimentaire, veto. Et donc du coup, me voilà en prépa bio, et en fait là on me dit, alors du coup, quel concours tu veux passer? Et je dis, en fait, je sais pas, comment. Moi je veux travailler en Afrique sur des thématiques d'interaction avec la faune sauvage, j'étais obsédée par l'Afrique. Tu vois, j'avais beaucoup regardé de reportages à la télévision, j'avais beaucoup mangé de télé, et en fait, je sais pas, je vais partir en Afrique, quoi. Et, tu devrais faire vétérinaire, ouais, je sais pas. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et au final, pas agronomie, agroalimentaire, ça ne matchait pas parce que c'était l'animal comme outil de production, l'animal utile. Et moi, c'est pas du tout ça que j'aime. Moi, j'aimais voir les animaux sauvages dans leur environnement et éventuellement m'en rapprocher, tu vois, et mieux les comprendre. Et voilà, donc du coup, j'ai décidé de faire veto en me disant, il y aura certainement une passerelle pour faire un peu plus de comportement ou de faune sauvage. Ouais. Donc, je suis rentrée à veto avec cette idée-là de me dire, je ne serai pas vétérinaire en clinique. Et moi, je serais dehors. Dans un safari. Dans un safari, avec, dans la savane, avec des animaux sauvages. Et je serais là et je les comprendrais. Il y avait, tu sais, à l'époque, il y avait Tipeee. Je ne sais pas si tu te rappelles de cet enfant, Tipeee, l'enfant sauvage. Ouais. Bon. Et en fait, je crois que ce petit bout de chou entouré d'animaux sauvages, moi, c'était un mythe, mais c'était vraiment, ça a beaucoup nourri mon imaginaire, quoi. Tu avais déjà mis un pied en Afrique? Oui, mais en vacances, dans des endroits à l'hôtel, tu vois, quelques fois, quoi. J'avais été au Sénégal avec ma mère, Afrique du Nord aussi, Maroc en vacances, mais jamais l'Afrique en mode baroudeuse. Ouais. Baroudeuse, non, plutôt en mode club de vacances, tu vois. Donc c'est pas vraiment, c'était une Afrique un peu particulière. Mais j'étais attirée par ce continent, par ce... Ouais, j'ai toujours aujourd'hui. Hein. C'est toujours. Donc, t'as jamais été faire un lavement à Lyon? Un lavement de Lyon? Écoute, non, mais ça devait être pas mal. Éléphant? Je pense qu'éléphant, j'ai vu des vidéos de lavement d'éléphant, ouais. Tu sais, où le mec doit mettre le bras en entier. Et en fait, il est là, attention les gars, j'enlève mon bras. Et tu vois, le mec, il prévient. Et là, t'as une espèce de cascade de merde qui arrive et tout. C'est trop drôle. Non, mais franchement, c'est rigolo, tu vois. Mais non, du coup, après, j'ai fini par atterrir, faire des stages de veto en Afrique, une fois que j'ai intégré veto. Et c'était génial. Mais pareil, alors ça m'a ouvert à qu'est-ce que ça veut dire être vétérinaire en Afrique. Et ça veut dire gérer une collection d'animaux. Parce qu'un vétérinaire en Afrique, il gère, en général, il bosse en réserve. Il bosse pas, parce qu'il y a très peu d'animaux en liberté finalement. Tu vois, aujourd'hui, tous les animaux qui nous restent sont parqués dans des réserves, alors plus ou moins grandes. Mais du coup, et tu dois réfléchir à combien tu peux mettre de lions dans ta réserve pour pas qu'ils bouffent tous les buffles, quoi, tu vois, ou tous les zèbres, ou tous les machins. Donc c'est tout un truc une autre approche, une autre approche. Et je disais, mais mon Dieu, moi je vais pas être gestionnaire, quoi. Moi, je veux la nature, j'avais je sais pas, notre environnement naturel, pas modifié par l'homme. Et à l'époque, on pouvait encore rêver un peu de ça, même peut-être maintenant un peu moins, mais... Voilà, en tout cas, je rêvais de ça. Mais ma première injection intramusculaire, c'était sur un rhinocéros. Waouh! Donc la classe quand même. Ouais. Je me suis pas loupée, j'ai pas pété mon aiguille, c'est rentré, c'est ressorti, voilà. Petite injection vitaminique, sur un transfert. T'étais dans quel pays à ce moment-là? J'étais en Afrique du Sud pour mon stage. Et après, l'Afrique, je l'ai connue. Donc j'ai fini veto, etc. Je te fais une accélération dans le temps. J'ai fait un master pour pouvoir partir en Afrique en me sentant légitime de travailler dans un pays, on va dire, non occidental, tu vois, je sais pas trop, sur des projets de développement. Je m'étais dit, ok, je vais faire un master en développement, action humanitaire, comme ça j'aurai le côté vétérinaire, technicienne, et puis le côté développement. Et j'arriverai peut-être à faire quelque chose de ça, tu vois, mettre les hommes et les animaux ensemble et voir comment les deux peuvent fonctionner ensemble. Et donc j'ai terminé au Zimbabwe. Et là, j'ai vécu mon rêve à 28 ans de vivre dans la savane. Et alors dans une station de recherche, c'était pas non plus, il y a quand même, il y a un cadre, une station de recherche en bordure de réserve et tout, mais c'était ouf quoi. J'entendais les lions patrouiller autour de la maison le soir, les hyènes ricaner, c'était ouf. On vivait vraiment. Et là, t'es partie toute seule à ce moment-là? Oui, j'avais fini mes études de veto, fini mon master après, donc je sais pas, je devais avoir 28, je t'ai dit 28 ans. Ouais. 28 ans, j'étais seule. Pas de chéri dans ma vie. Pas de peur. J'arrivais de Paris. Mais en fait, excitée, tu vois, parce que j'avais quand même balisé le truc. J'étais dans un cadre, je validais mon master en fait. C'était ma thèse de master que j'avais
validé au Zimbabwe. Et donc du coup, j'étais entourée par toutes ces grandes institutions françaises. Et donc je me suis dit, bon, il peut rien m'arriver, tu vois. Voilà, je vais dans un truc assez... mais au final, ça a été après une expérience de vie qui m'a transformée. Et 3 maris et 10 enfants plus tard. 3 maris et 10 enfants. Non, c'est 15 demandes en mariage. Est-ce que j'ai trop touché les gens, justement, voilà. Et pas d'enfants, heureusement, plus tard. Me voilà de retour en France. Après tout ça, ouais, non, mais ça a été... Mais t'es restée combien de temps au final? J'ai vécu 6 mois à Hwange, donc dans le parc national de Hwange. Il y a 2 parcs nationaux au Zimbabwe, donc un au nord, un au sud, en gros. Et moi, j'étais à Hwange, celui qui est pas très loin des chutes Victoria. Ok. Donc à 2 heures de route à peu près. Mais on est quand même à 9 heures de la capitale, tu vois, 9 heures de route d'Harare sur des routes goudronnées, mais bon, il y a quand même les zébus qui traversent, les chèvres. Tu vois, il y a des nids de poules de partout, je sais pas trop, voilà, parfois il n'y a pas des stations-service tous les kilomètres, quoi. Donc il faut bien anticiper. Et là, ça a été à la fois, j'ai vécu le meilleur comme le pire. Ça a été une expérience transformante, mais qui m'a appris, parce que si tu veux, je partais là-bas pour travailler sur la cohabitation entre les grands prédateurs, donc lions, léopards, hyènes, on est rentré un peu là-dedans, grands prédateurs, et les locaux, les populations locales qui vivaient au Zimbabwe. C'était ça l'objectif de mon stage de validation de master. Et du coup, bon, c'est très long à expliquer, mais au final, j'avais un support papier avec des questionnaires qui avaient été déjà faits il y a quelques années avant par Oxford University, qui était aussi un partenaire du projet. Et donc, en gros, moi, je devais faire des interviews, réunir des gens, les faire parler, essayer de comprendre comment ils arrivaient à vivre avec ces animaux-là, mais dans l'objectif d'éviter qu'ils mettent des pièges autour de chez eux pour tuer des lions et qui... Voilà. C'était bien accueilli, ça, par les locaux? Non, je leur avais pas forcément confié ça, tu vois. Moi, ça, c'était un peu un truc d'occidental qui a grandi avec des reportages de faune sauvage à la télévision. Ouais. Donc, on veut absolument protéger le lion, tu vois. Et puis, le local qui le tue, on comprend pas trop. Puis, on va surtout apprendre au local à le respecter. Sauf que, une fois que j'arrive là-bas, si tu veux, 2 semaines avant mon arrivée, il y a un drame qui se produit dans le village, pas loin en fait, dans le village où j'arrive, en gros. Il y a un enfant de 7 ans qui se fait attaquer et manger par un lion. Oh l'horreur. Et moi j'arrive, donc c'est 2 semaines après ça, et le chef de village me dit viens, si tu veux, viens. Il va se passer quelque chose de très important. Dans la maison centrale, on va recevoir les parents de l'enfant et tu peux assister à la discussion si tu veux, si ça t'intéresse. J'étais ok, ça m'intéresse. Oui, mais en même temps, je sais pas me foutre, quoi, tu vois. Les parents en deuil, enfin voilà, ils viennent de perdre leur enfant qui s'est fait manger par un lion. Enfin, tu vois, moi j'arrive de Paris, si tu veux, donc what the fuck, quoi. Parce que j'arrive de Paris parce que le master que j'ai fait après était basé à Paris. Et donc, je suis là et les parents sont en train de quémander au chef de village de l'argent pour enterrer leur fils parce qu'ils n'ont pas de quoi faire un cercueil. Mesdames et messieurs, si la passerelle, en raison d'un approvisionnement en combustible, il est strictement interdit de fumer à bord, et ce, durant toute la durée du transfert. Merci de votre compréhension. C'est Alban. Ladies and gentlemen, this is the bridge. Due to fuel bunkering, it is strictly forbidden to smoke on board until further notice. Thank you. Vous avez compris, on fume pas. No smoking. Écrase ta cigarette, tiens. C'est ça. Attends, je disais quoi? Donc ils étaient là pour quémander de l'argent. Ouais, qui m'ont demandé en fait le soutien du chef de village, tu vois, pour enterrer leur fils. Et donc j'ai pas tout compris parce qu'il parlait dans le dialecte local. Et ensuite, mais voilà, j'ai compris, voilà, en gros les grands enjeux. Mais moi je dis là, mais qu'est-ce que je fous là? Enfin, si tu veux. Et à force de vivre moi aussi dans le bush, et je me disais, mais attends, moi si j'ai des enfants un jour ici, mais clairement que je poserais des pièges autour de ma maison. Clairement que je voudrais buter le lion et le léopard qui vit là. Oui. Enfin, pour aller aux toilettes, je risque de me faire bouffer. Enfin, tu sais, ça c'est... Tu vois? Non, mais vraiment, mes animaux, ma banque, parce que du coup, il n'y a pas de compte bancaire. Là-bas, on était en plus sous l'époque de Mugabe, tu vois, donc c'est dictature militaire. Donc, très compliqué. Beaucoup de pauvreté. Donc, les gens ont leurs animaux. Et c'est ça qui représente leur banque. Et si mon compte en banque risque d'être vidé parce que j'ai un putain de lion, de léopard qui va venir bouffer ma vache, non en fait, désolé, tu vois.
privilégie ma sécurité en premier lieu. Et donc j'étais là, mais mon Dieu, moi j'arrive avec une idée et en fait je suis complètement à côté de la plaque. Donc la seule manière de faire correctement de la recherche ou mener un projet de développement ou de conservation, c'est de déménager, c'est de m'installer au Zimbabwe, c'est de vivre 10 ans là-bas et peut-être qu'après je pourrais essayer d'aider les gens avec ce que je sais faire, voilà, et encore, tu vois, et encore. En tout cas, collaborer, pour moi il n'y avait plus aucun sens à continuer à faire ce que je voulais faire tant que je déménageais pas là-bas et que je décidais de vraiment passer à un mode de vie local pour être exposée, comme tu me disais, tu me partageais sur ton métier, voilà, là, à l'heure actuelle, tu veux être serveuse avant de passer manager pour vraiment comprendre la base. Mais moi, c'était ça. Il faut que je vive là, il faut que je sois exposée aux mêmes menaces qu'eux, aux mêmes restrictions sur galérer à trouver de l'eau potable, galérer à faire pousser des légumes, à avoir des fruits, pour pouvoir voilà, comprendre, quoi. Et donc, mais est-ce que j'étais prête à ça? Et clairement, non. Et ça a été dur parce que c'était un peu une désillusion. C'était aussi me regarder en face et me dire, en fait, voilà, t'as le rêve et le rêve et la réalité, ils sont debout, quoi. Il y a toujours un gap entre les deux. Ouais. Donc, mais c'était super parce que j'ai grandi beaucoup. Je suis rentrée déprimée, mais... Ouais, puis en plus, quand tu as fait des études et tout ça, ouais. Tout remettre un peu en question, je trouve que c'est jamais facile quand il y a autant d'années d'études. Et oui. Quand tu as fait quelques années, ça va, mais autant d'années. Oui, je pense que j'idéalisais aussi la recherche. La recherche, tu vois, pour moi, la science, c'était vraiment au cœur de ma vie. Faire de la recherche sur le terrain et publier, c'était quelque chose auquel j'accordais beaucoup d'importance. Et j'ai compris, là, en fait, là-bas, ce que ça signifiait, en fait, écrire un papier. Il y avait la COP21 qui devait se tenir à Paris. Et donc, la grande discussion, c'était le changement climatique. Et on m'a gentiment demandé d'écrire sur le changement climatique, sauf que moi, c'était pas du tout le sujet de mon stage. Oui, mais mets du changement climatique dans ton papier. Mais en fait, les gars, mettre du changement climatique, comment? Moi, j'ai pas de données fiables pour en mettre. Je suis pas écologue. Moi, je suis vétérinaire et j'ai fait un master en sciences politiques et j'essaie de travailler sur des thématiques de cohabitation. Excuse, mais du changement climatique, non, en fait. Tu peux étudier combien de fois il pète par jour et peut-être que ça crée. Ouais, non, tu vois, on m'a demandé va chercher les données là, de pluviométrie qu'il y a, etc. On était arrivé dans un espèce de bureau où il y avait un mec qui fumait des joints, sur le bureau, dans un espèce de bureau. Où tout était en train de se casser la gueule et il y avait des registres en papier jauni, tu vois, écrits au crayon de papier dessus, des relevés pluviométriques. Et en fait, une fois, il y avait une ligne sur 15 qui était remplie et c'était ça les données dont je devais me servir pour mettre du changement climatique dans mon papier. Donc je le sentais pas. Je me dis mais non, c'est pas cohérent de le faire. Si je dois le faire, on va réfléchir au truc, mais c'est un autre stage, quoi. Et c'est une autre thématique. Mais clairement, pour la COP21, vous n'aurez pas votre papier. Donc voilà, ça c'est pas très bien terminé, la recherche, parce que j'ai compris la pression. J'entends qu'il y a une pression derrière énorme et qu'il faut avoir des fonds, il faut avoir de l'argent, quoi. Il faut que l'argent aille à la recherche et c'est compliqué d'en avoir. Donc pour séduire les bailleurs, il faut publier des papiers tendance. Mais du coup, tu vois, je me suis retrouvée en fait dans cette espèce de logique productiviste de laquelle moi j'essayais de m'extraire dans ma vie. Et elle nous touchait déjà, elle touchait déjà tous les niveaux, quoi. Et même la recherche que j'avais idéalisée aussi en mode non, c'est le truc hyper objectif. La recherche, c'est de la réflexion. Voilà, on n'est pas dans ces logiques-là. Voilà, non, on l'est complètement. Comment tu en es sorti? Il est 42, donc tu dois partir dans 8 minutes. Super. On finit sur ça. Donc comment t'es sortie justement de ce schéma Comment je suis sortie de ce schéma? Je suis sortie parce que j'ai pas voulu continuer là-dedans. J'étais pas prête à faire une thèse de recherche pour pouvoir avoir un PhD. Ensuite, j'avais déjà un doctorat vétérinaire, mais c'est pas la même chose qu'un PhD de recherche. Et du coup, c'est posé la question et j'ai finalement décidé de pas le faire, de pas y aller, de pas me remettre dans cette espèce de recherche théorique bibliographique où aussi je me disais le terrain, il va quand même être assez limité si je deviens chercheuse. Parce que je les voyais les chercheurs passer, tu vois. Genre s'ils arrivent à s'extraire 2 mois dans l'année de leur labo, ils sont contents, quoi. Le reste du temps, ils sont derrière leurs ordinateurs et dans leur paperasse et à aller quémander de l'argent à gauche à droite, écrire des projets pour avoir de la thune. Ouais, c'est pas ça que je voulais. Donc du coup, ouais, ça a remis beaucoup de choses en question et j'admire ceux qui y sont encore et ceux qui font du bon travail. Il y en a, heureusement, il y en a. Mais voilà, ces pressions-là, j'étais pas prête à les prendre, en tout cas, après déjà avoir passé 8 ans de ma vie
pour devenir veto et après 1 an et demi pour avoir mon master. Ça faisait quasiment 10 ans, plus de 10 ans que j'étais étudiante, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc comment je m'en suis sortie, j'ai laissé tomber ça, j'ai pris le temps de réfléchir. Hey, how are you? How are you? Et au final, j'ai fini par atterrir au Havre comme inspectrice de crevettes. J'aime bien dire ça. T'as trouvé ça comment? Bah, si tu veux, veto, il y a plein de facettes dans le métier. Et moi, je suis devenue veto inspectrice. Et donc, j'ai inspecté des crevettes et des moules dans le port du Havre. Voilà, bon, après, je suis passée. Je te fais un gros raccourci parce qu'entre-temps, j'étais passée en Angleterre. L'Angleterre, la recherche, c'est un peu pareil, mais j'avais intégré un espèce de centre de recherche ultra connu sur les grands félins. Mais j'aurais bien aimé continuer avec eux, mais pareil, on me demandait de passer un PhD, etc. Enfin, bon, ça s'est pas fait. Voilà, ça s'est pas fait. Et du coup, il fallait bien que je bouffe. Donc, je suis redevenue vétérinaire, mais je voulais pas aller en clinique et je voulais pas refaire des lavements au chat. La boucle est bouclée. Et donc, du coup, j'ai terminé au Havre. Au Havre. Et pendant 1 année, puis avant de rebifurquer, de retourner après à la conservation de la biodiversité, mais cette fois-ci en France, sur une île française, La Réunion. Et voilà, je restais sur une thématique moins polémique que les grands prédateurs, c'était les oiseaux marins. Et donc, je suis devenue. Je faisais partie du projet Life Plus Pétrel qui visait à protéger les pétrels. Donc, c'est des oiseaux marins endémiques de La Réunion. Il y avait 2 espèces, le pétrel de Barreau et le pétrel noir de Bourbon. Et l'objectif, c'était de faire en sorte que les colonies ne disparaissent pas, ne soient pas toutes décimées par les rats, les chats, la pollution lumineuse. Et donc là, c'était un autre projet et une autre partie de ma vie, quoi. Voilà. Ouais, La Réunion, ouais. T'es restée combien de temps en Réunion? Et je suis restée 4 ans à La Réunion. Et là, j'ai bossé 1 an sur le projet Pétrel, que j'ai aussi quitté pour des raisons d'entente au sein de l'équipe et aussi de charges administratives énormes. J'étais complètement coupée du terrain. Je ne pouvais plus faire ça. Je devais faire de la gestion budgétaire et RH. En fait, j'avais le boulot d'une gestionnaire administrative et pas assez d'une chef de projet comme moi, j'en avais eu aussi l'idée, où j'étais beaucoup plus sur le terrain, on collaborait beaucoup plus avec la science. J'avais pas le temps de faire ça, je devais faire de la gestion administrative. Donc j'aurais dit, écoutez les gars, je me barre, mais par contre, prenez une gestionnaire administrative full-time et vendez pas le truc en mode chef de projet. Ouais. Il vous faut une gestionnaire administrative. La charge est énorme, là, les projets européens, c'est extrêmement complexe. Donc voilà, et au moins la personne sait dans quoi elle met les pieds, quoi. Et puis après, je suis restée un peu au chômage et j'ai repris vétérinaire. Je suis retournée ensuite Donc toujours à l'île de la Réunion. À la pratique veto, ouais, sur l'île de la Réunion. Pareil, un peu une histoire de me remettre... Enfin, j'avais besoin de réfléchir, j'avais besoin de me refaire travailler la tête, le cerveau et surtout de manger aussi. Hein. Et donc du coup, là, je suis retournée pour le coup en clinique. Et c'est là où j'ai reconnecté avec la clinique. Mais c'était une autre ambiance, c'était l'ambiance des îles. Et donc ça m'a tenu 2 ans. Voilà, j'ai bossé pendant 2 ans en clinique en pointillé, mais jusqu'à ce que le Covid arrive, en gros. D'accord. À peu près, voilà, en termes de période. J'aimerais tellement pouvoir qu'on digue un peu plus sur l'île de la Réunion parce que j'ai jamais eu d'épisode sur la Réunion et c'est quelque chose qui m'est demandé. Mais comme on est un peu prise par le temps, il ne reste plus que quelques minutes. Qu'est-ce qui a fait justement que tu as décidé de quitter l'île de la Réunion pour finir sur un bateau? Grande question. Alors, quitter l'île de la Réunion, je ne sais pas trop. Je sais pas, dans ma tête, à un moment, ça s'aligne, il fallait que je parte. Ma grand-mère est morte le lendemain de mon arrivée, donc je me suis dit peut-être qu'inconsciemment, il fallait que je sois là. J'ai eu le temps de la voir juste avant qu'elle disparaisse. Donc ça, je me suis toujours dit que c'était un merci la vie, parce que du coup, si j'étais pas rentrée à ce moment-là, je ne l'aurais pas vue avant son décès. Donc ça, c'était une chance. Mais quand j'ai quitté la Réunion, je me suis dit, il faut absolument que je revienne dans l'océan Indien d'une manière ou d'une autre. Je sens que j'ai un point d'ancrage, je sens que j'ai des racines ici. J'en avais planté quand même en 4 ans et tout. J'avais fait tellement vadrouillé dans l'océan Indien qu'il fallait que je reste là. Et donc, j'avais entendu parler des bateaux, j'avais entendu parler des croisières Ponant aux Seychelles. Et je me suis dit, super, les Seychelles, je n'y suis pas encore allée. Et bien écoute, je garderai mon pied dans l'océan Indien comme guide sur les bateaux Ponant si jamais je suis prise. Et donc j'ai postulé, j'ai été prise. Donc tu as postulé directement en tant que naturaliste? En partant de la Réunion, je mets un pied à terre en France, je vais voir ma grand-mère, elle décède. Dans les heures qui suivent son décès, je postule, je commence à préparer ma candidature pour Ponant en me disant mon ancrage il est plus trop en France. En plus tu vois mon ancrage familial, bah voilà, de nouveau on reparle de ça, des racines. Ma grand-mère qui était un pilier dans ma vie,
décède. Donc ça a été un chamboulement total pour moi et il fallait absolument que je m'ancre ailleurs, quoi. Et donc j'ai postulé pour ça, pour Ponant et voilà. Et je suis arrivée dans la compagnie, pas tout de suite, parce qu'ensuite il y a eu le deuxième confinement. Donc je suis restée confinée en France, en hiver, à Lyon. C'était fantastique, sans boulot, super, sans appartement, bref. J'ai été confinée et ensuite j'ai pu embarquer enfin, commencer sur les bateaux et faire mon premier voyage aux Seychelles pendant 3 mois et retourner dans mon petit océan Indien chéri que j'avais quitté. Donc j'étais ravie. Voilà. Et là, t'en es à ton combien contrat? Je sais pas. Le 14e, 15e contrat, ouais. Comme ça, ouais. Super. Ouais. Je suis trop contente qu'on ait pu tomber ensemble. C'était très court. Je sais ce qu'elle boit, c'est tout ce que je savais. Elle aime bien son petit thé le matin. Mais c'est tout. Parce que malheureusement, entre nos services, on n'a pas trop les occasions de se croiser, que ce soit pendant les repas ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu ça qui me déçoit dans le fait d'être serveuse. C'est justement que j'ai pas cette interaction avec votre équipe. Ah, mais on est speed, c'est non-stop. On est toujours à gauche, à droite, dans nos cabines en train de bosser ou à l'extérieur et c'est dur, quoi, d'arriver en effet à avoir ces moments, sauf le soir. Si on arrive à pas dormir beaucoup, juste quelques heures, voilà. Le soir, on peut se retrouver au crew bar. D'ailleurs, désolée pour les bruits de frigo qui se sont mis en route de temps en temps. Je ne sais pas si je vais réussir à enlever ça au montage, mais en tout cas, voilà. J'ai une question finale aussi il nous reste 1 minute. Quelle est, tu dirais, la plus grande leçon que tu as appris sur toi-même à travers toutes ces expériences? Fais-toi confiance. Bravo, j'adore. Quelle belle conclusion. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Maintenant, elle débarque. Je suis dégoûtée. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Et Kelly est extraordinaire. Il faut que vous sachiez. C'est une femme extraordinaire. Merci. On l'a tout de suite vue. Tout le monde est d'accord dans l'équipe en plus. Et voilà, elle est lumineuse, elle est drôle, elle est intelligente, elle a une répartie de dingue. Voilà, on est surtout avec les mecs. Surtout avec quoi? Avec les mecs. Avec les mecs, ouais. Avec les nanas aussi, hein. C'est vrai. Ah non, vraiment top. Merci, c'est gentil. Et voilà, et son parcours est incroyable aussi. Je sais pas si elle vous en a parlé dans son podcast, mais... Je suis passée dans d'autres podcasts. C'est vrai que j'ai plus tendance à vouloir mettre les autres en avant, mais tu verras, là, depuis quelques temps, je partage aussi mon expérience, mes aventures, puisque je bourlingue beaucoup ces dernières années. Et c'est vrai que ça intéresse pas mal. Donc, Mais ta capacité d'adaptation et ta capacité à sentir et à trouver ta place, moi, ça m'a frappée. C'est vrai. Tu vois, quand je t'ai rencontrée, déjà, la meuf est à l'aise, quoi. Elle est à l'aise. Et quand on a parlé, quand j'ai bouffé, la seule fois où j'ai bouffé au couvert, toutes les deux, et que tu m'as raconté ton parcours, je me suis dit, mais génial, tu vois, c'est d'arriver là et d'être hyper à l'aise dans cet environnement, les bateaux, tu découvres et tout. Incroyable. Non, c'est vrai que c'est toujours un peu la capacité que je mets en avant, c'est que j'ai tellement bougé au fil des années. C'est pour ça que je te dis, Chicago m'a un peu donné ça au début. Et j'ai tellement bougé que maintenant, c'est vrai que j'ai cette capacité d'adaptation qui est très rapide. Ouais. Et moi, justement, plus il y a de personnes différentes autour de moi, plus je suis dans mon élément, en fait. Donc, je te retrouve. C'est pour ça que là, les bateaux, c'est parfait. Les milieux internationaux. C'est ça. J'arrive à trouver ma place là-dedans. Tu vois, je suis juste un membre du truc qui est pareil. Et tout autant, j'adore être avec les Français, tu vois. Il y a toujours quand même... Parce que je trouve qu'on est un peu dans le même mindset, etc. Et c'est vrai que ça fait du bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai le podcast aussi, pour essayer justement de motiver certaines femmes à oser aller voir ce qui se passe en dehors des frontières françaises, belges ou suisses, peu importe d'où ils nous écoutent, mais aller voir ce qui se passe parce que ça nous donne cette confiance en toi, comme tu l'as dit. Ça beaucoup douté. Hein. Ouais. Et fais-toi le truc confiance en toi. En fait, je me dis c'est ouf parce que je me suis tellement remise en question. On me dit que je suis grande gueule, tu vois. On me dit machin, on me dit que je suis trop, j'ai pas assez ma langue dans ma poche, etc. Mais n'empêche que tout ce que je dis, ils s'en rendent compte ou ils le remarquent, ou tu vois, et c'est des trucs qui se savent au bout d'un moment, tu vois. Exactement. Et en fait, je me dis, mais ok, apprendre à mieux gérer mes émotions, ça, oui, tu vois, parfois de pas être trop dans le... On peut se serrer la main, mais ça, c'est l'année 86, je pense, on se rejoint là-dessus. C'est un peu dur de garder la langue dans sa poche. Mais sinon, ouais, je pense que fais-toi confiance, on a un curseur interne, et en fait, tout est là, déjà, et on n'a rien besoin de changer en fait, on n'a pas besoin de se transformer, vraiment, on n'a pas besoin d'être quelqu'un de différent. Juste en étant toi, c'est largement suffisant et c'est ce qui va te permettre de trouver ta place. Et ça, c'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre, que je commence maintenant à toucher du doigt. Et je dis toucher du doigt, parce que voilà. C'est en constante évolution, moi je pense. Constante évolution. Ouais, donc... Mais ma belle, il faut que je te laisse parce qu'à 11h... Merci à toi, je vais juste te reprendre le micro. Ah oui. Au revoir à tous. Au revoir à tous, merci.